Il est environ 2 heures du matin, dans la nuit du 26 au 27 février 2000, lorsqu'un incendie se déclare au 10 rue Boutarel, sur l'île Saint-Louis, dans le centre de Paris. L'occupante des lieux, Bénédicte Vincens, 27 ans, originaire de Chelles, et gardienne de musée, aura juste le temps de quitter les lieux quasi nus, enroulée dans une couette. Dans la précipitation, Bénédicte aura quand même le temps de prévenir ses voisins qu'un incendie s'est déclaré dans l'immeuble. Certains d'entre eux vont lui prêter des vêtements, un pantalon, un pull, mais Bénédicte va refuser une paire de chaussures parce qu'elle est trop grande. La jeune femme repart pieds nus. En bas de l'immeuble, les voisins sont en train d'attendre que les pompiers éteignent l'incendie. Personne ne fait attention à Bénédicte. Et d'un coup, la jeune femme se volatilise. Sa couette rouge est retrouvée sur un véhicule, mais plus aucune trace d'elle. Aujourd'hui, plus de 20 ans après les faits, malgré les recherches de la police et celles de la famille et des amis qui ont même fait intervenir un détective privé, plus aucune nouvelle de Bénédicte. C'est comme si elle s'était volatilisée. Bon, voyons ça plus en détail. Alors, comme d'habitude, il y a des versions qui sont différentes. Ça peut être sur des points pas importants, par exemple, il y a une version qui dit qu'elle a sonné à l'interphone pour prévenir les voisins. L'autre qui dit qu'elle a tapé à la porte, bon ça c'est pas important. Après il y a des versions qui sont complètement différentes, où là ça change tout. Il y a une version qui dit qu'elle descend donc dans les escaliers. Elle va croiser des gens, bon, notamment les voisins qui ont donné les habits. Et elle va aussi croiser un voisin qui est anglais. Lui, lorsqu'il descend, il va croiser les pompiers, ils vont parler. Et le pompier, il va dire ne jamais avoir croisé Bénédicte. Donc on comprend pas là où elle aurait, à quel moment elle aurait disparu. Et il y a une autre version où Bénédicte, elle est aperçue en bas avec les voisins, alors que les pompiers sont en train d'éteindre l'incendie. Ça peut tout changer au niveau du timing, mais bon. Sinon, au niveau des recherches, bon, la police au début, quand elle a été prévenue, elle a privilégié la disparition volontaire, comme Bénédicte était adulte. Ils ont pas lancé des recherches énormes. À l'époque, c'était comme ça. Quand c'était un adulte qui disparaissait, bon, à moins qu'il y ait vraiment des détails qui laissent penser qu'il y avait eu intervention d'une tiers. Sinon, ils s'inquiétaient pas plus que ça. Les amis, la famille, ils ont fait intervenir un détective privé qui a lancé des recherches. Apparemment, ça n'a rien donné. Le mois de mai suivant la disparition, il y a un juge d'instruction qui a saisi la brigade criminelle. Ils ont dû mener les investigations habituelles dans ces cas-là. Mais bon, ils n'ont rien trouvé. Alors, qu'est-ce qu'il a pu se passer? Bon, au début, quand j'ai connu cette affaire, la première chose que j'ai pensé, c'est qu'elle s'était jetée dans la Seine. Pourquoi? Parce que, bon, apparemment, elle était choquée par l'incendie, etc. Elle a perdu pas mal de ses affaires. Elle avait peut-être peur de se faire engueuler par sa famille. Et il y a plusieurs autres détails qui font dire que elle n'était pas au top de sa forme mentale. Il y a des éléments qui peuvent laisser penser qu'il y a eu une crise d'énervement le soir dans l'appartement, parce que la police, elle est intervenue le lendemain de l'incendie alors dans l'appartement. Alors c'était sûrement plus pour vérifier si c'était un incendie criminel ou pas que par rapport à la disparition. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils ont trouvé?
ils ont trouvé un écran d'ordinateur fracassé par terre. Donc qu'est-ce qui a pu se passer? Bénédicte, elle a peut-être fait une crise, elle a fracassé des trucs dans l'appartement, le soir ça a brûlé, ça s'est empiré, elle a sauté à la Seine, tout simplement. Voilà. Surtout qu'il y a des éléments qui laissent penser aussi que dans sa vie amoureuse ça allait pas fort. Ça, je vous laisse écouter ce que dit sa mère à propos de ça. Voilà, écoutez-la. Au moment où le drame est arrivé, je crois qu'elle était tombée amoureuse d'un filou. Pourtant, elle était assez perspicace, mais là, elle s'est laissée berner. Et je crois qu'elle était dépressive à ce moment-là. Et elle avait dû essayer de remédier à la dépression par la drogue. Donc je pense qu'elle était un petit peu droguée, mais certainement pas des drogues trop fortes. Voilà. Bon, même si en général les belles-mères, elles aiment rarement les beaux-fils, ça peut laisser donner une idée sur la relation qu'avait Bénédicte avec son petit ami du moment. Voilà. Aussi, ce qu'accrédite cette thèse-là qu'elle est mis fin à ses jours, c'est que les amis, quand ils ont lancé des recherches pour la retrouver, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le tour des foyers, des gares, des hôpitaux, tout ça, pour voir si elle avait été là-bas. Et à l'hôpital de l'Hôtel Dieu, qu'est-ce qu'ils ont appris? Que le soir, le même soir où il y a eu l'incendie, Bénédicte, elle était arrivée aux urgences psychiatriques, que ça allait pas du tout. Voilà, elle allait pas bien mentalement. Et bon, elle a fait aussi apparemment un test de grossesse. Elle se pensait enceinte. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas à l'hôpital psychiatrique? Ils lui ont donné un calmant et l'ont renvoyé chez elle. Ça, c'était à peu près 1 heure avant l'incendie, d'après ce que j'ai compris. Voilà, donc vous avez entendu la mère. S'il y avait des soucis avec le petit ami, en plus la drogue dans l'histoire, là elle apprend qu'elle est enceinte, ça lui fait peut-être un choc. L'appartement qui brûle la même nuit, ça a peut-être été un peu trop pour elle. Voilà. Elle avait des crises de paranoïa. Il y a une amie à elle qui dit que apparemment elle avait des hallucinations, des délires. Qu'elle pensait qu'il y avait quelqu'un qui avait le double des clés de l'appartement et qui venait déplacer les meubles pendant qu'elle n'était pas là. Que elle pensait qu'il y avait des micros dans l'appartement. Elle était fan de photographie, elle développait ses photos elle-même dans son appartement. Elle disait que lorsque elle les développait, que ça marchait bien, tout ça, elle entendait des applaudissements. Voilà, donc il y a une dimension psychiatrique à tout ça. Voilà, ça, ce soir-là, elle s'est peut-être monté le bourrichon avec tout ce qui s'était passé, tout ce qui se passait dans sa vie. Et elle a fait un geste sans retour, disons, voilà. Elle a pu commettre l'irréparable, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'accrédite cette thèse? C'est tout ce que je viens de vous dire. Et qu'est-ce que c'est qui peut la discréditer, même si c'est léger? C'est que lorsqu'ils sont allés dans l'appartement pour voir un peu dans les restes des affaires de Bénédicte, les amis, ils ont retrouvé un journal intime. Et apparemment, elle avait pas l'air suicidaire. Mais bon, ça veut rien dire. Hein. Ce qui discrédite ça aussi, c'est que la police, ils ont bien sûr investigué pour creuser cette piste. Ils ont vérifié dans toutes les villes qui sont sur le passage de la Seine.
jusqu'au Havre pour voir s'ils n'avaient pas trouvé un corps non identifié qui pourrait correspondre à Bénédicte. Et apparemment, il n'y avait rien. Mais bon, ça, le corps, il a pu flotter entre deux eaux et ne pas être aperçu, ne pas être signalé, ne pas être récupéré. Il a pu passer dans des hélices de péniches comme ça arrive souvent. Voilà, bon, ça pour pas rentrer dans les détails. Voilà, le corps il aurait été démembré. Après avec le processus de décomposition, les gens ils ont pas compris que ce qu'ils voyaient flotter c'était des morceaux de corps humain. Et voilà. Donc elle n'a pas été repêchée, elle n'a pas été retrouvée. Les corps dans l'eau, ça peut rester des mois, ça peut se décomposer encore moins vite qu'à l'air. Mais bon, voilà, il a pu dériver, le corps être coincé dans un endroit où il n'y a pas de gens, sur des morceaux de la Seine, où c'est pas accessible, que les gens ils ont pas pu voir le corps. Il a pu rester là pendant des mois et après s'être décomposé, et voilà. Mais bon. Je sais qu'il y a eu des recherches faites dans la Seine. Je sais pas exactement ce qu'ils ont fait, à quel endroit, etc. Ils ont dû utiliser des sonars, des trucs comme ça. Voir un peu ce qu'ils trouvaient. Mais bon, ils ont pas dû faire toute la Seine sur toute sa longueur. Ils ont dû faire ça au niveau de Paris, peut-être de la région parisienne. Mais pas plus loin, je pense pas. Voilà pour la piste du geste irréparable. Après, il y a la piste de la disparition volontaire. Alors, qu'est-ce que c'est qui peut l'accréditer? La piste de la disparition volontaire, c'est que Bénédicte aurait été vu après plusieurs fois. Mais bon, je sais pas ce qui valent ces témoignages. Il y en a un où il y a une jeune femme qui pense avoir payé une nuit d'hôtel à Bénédicte, qu'il aurait vu dans la rue, qu'elle lui aurait fait de la peine, qu'elle lui aurait payé la nuit d'hôtel. Et apparemment, au niveau de l'enquête, je sais pas si c'est l'enquête de la police ou du privé, ou des amis, ou je sais pas qui c'est qui a fait cette enquête-là, mais apparemment dans le cardex de l'hôtel, ils ont retrouvé le nom de la meilleure amie de Bénédicte. Alors est-ce que c'était Bénédicte qui s'est enregistré à l'hôtel sous le nom de sa copine ce jour-là? Peut-être. Après, elle aurait été vue aussi en train de faire la manche dans le métro en avril, le mois après la disparition. Elle aurait été vue apparemment par une victime de vol qui l'aurait identifiée comme étant la femme qui l'avait volée. Ça apparemment ça s'est passé le 17 août à la gare de l'Est. Bon, je sais pas ce que ça vaut tous ces témoignages. La famille de Bénédicte, bon, vous l'aurez compris, si elle avait un studio sur l'île Saint-Louis dans le centre de Paris, il manquait pas de sous. Voilà. Donc je vois pas pourquoi elle serait partie faire des vols à la tire à la gare de l'Est. Mais bon, tout est possible. Surtout s'il y avait la drogue dans le coup, tout ça, bon, tout est possible. Voilà. Autre chose qui accrédite la thèse de la disparition volontaire, c'est que bon, c'est encore maigre, c'est que dans le journal intime, les amis, ils ont aussi trouvé qu'apparemment elle voulait partir, qu'elle rêvait d'ailleurs et tout, elle parlait d'ailleurs, etc. Elle était bien attirée par la Corée apparemment, parce que sa sœur, elle était allée habiter en Corée. Bénédicte, elle avait voyagé là-bas aussi. Mais bon, ce qui discrédite tout ça, c'est qu'il n'y a plus de mouvement sur le compte, il n'y a plus de mouvement bancaire. Pourquoi elle se serait privée d'argent si elle était partie volontairement? On se le demande.
Les papiers, ils ont été retrouvés dans l'appartement. Donc c'est sûr qu'elle n'est pas partie dans un pays comme la Corée, aussi loin, etc., sans document administratif pour prouver son identité. Ça, à la limite, elle aurait pu partir, oui, dans un pays de l'espace Schengen. Voilà. Admettons, elle aurait pu partir en Belgique ou aux Pays-Bas. Peut-être aux Pays-Bas, parce que si elle touchait un peu à la drogue et tout là-bas, c'est la fête là-bas pour ça. Mais comment elle aurait pu vivre toutes ces années, pareil, sans papier, sans rien, ça tient pas. C'est possible, elle a pu vivre une vie de marginal, etc. Mais bon, pas 20 ans, et pas sans que la police les retrouvait. Alors après, l'hypothèse qu'il y a, c'est que la police les retrouvait, qu'elle ait demandé à ce que ça se sache pas, c'est son droit, elle est majeure. La famille, ça ne l'aurait pas su, donc. Mais bon, ça j'y crois pas parce que le privé, lui, il l'aurait su. Donc, ça tient pas. Bon, après, il y a un élément qui peut laisser penser qu'elle a pu partir de son plein gré, au moins au départ. Mais bon, c'est léger. C'est que, bon, je vous l'ai dit, il y a un voisin qui lui a prêté des vêtements. Dans le jean, il y avait 100 francs. 100 francs, ça fait 15 euros, mais à l'époque, ça te faisait du pouvoir d'achat comme peut-être 30 euros. C'est à peu près que je vous dis. Mais ça, je l'ai vu dans un reportage où il y avait le privé qui parlait. Il voulait faire des investigations au niveau des cabines téléphoniques et des endroits où elle aurait pu passer un coup de fil avec cet argent dans le coin. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Elle aurait pu passer un coup de fil à quelqu'un qui est venu la récupérer, voilà. Après, on ne sait pas si elle est restée avec cette personne et que ça s'est bien passé, que c'est une disparition volontaire, ou si elle a appelé quelqu'un qui est venu la chercher mais que ça a mal tourné. Voilà, et là on va arriver justement à la piste criminelle. Pour la piste criminelle, alors quelque chose de très probable. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle a pu se passer? Bénédicte, elle sort, elle est pieds nus. Il y a quelqu'un dans le voisinage qui la voit, qui l'invite à rentrer et elle ressort plus. Voilà. Bon, bien sûr, il y a eu une enquête qui a été menée dans le voisinage, sûrement par la police et par les amis et le privé. Mais bon, si un voisin a fait le coup, peut-être qu'il a réussi à faire poker face et que personne n'a rien vu. Il est passé, qu'il était au-dessus de tout soupçon. Voilà. Après, toujours dans la piste criminelle, pour en revenir à ce coup de fil qu'elle aurait pu passer à quelqu'un, est-ce qu'elle a essayé de joindre une connaissance à elle du musée Beaubourg où elle travaillait, ou de là où elle faisait ses études? Elle faisait des études en même temps en anthropologie et en archéologie. Elle a peut-être appelé quelqu'un qu'elle connaissait, et voilà, ça a mal tourné. Et la même chose, ce qui est plus probable, c'est qu'elle ait appelé son petit ami du moment, et comme là, la relation était un peu houleuse, ça a dégénéré. Voilà. Alors bien sûr, je vais pas divulguer son nom, ni même son prénom entier, mais disons que si vous connaissez quelqu'un dont le prénom commence par M et finit par D, et qui a travaillé au musée d'Orsay à la fin des années 90, et qui était pas bien après le 27 février 2000, ou peut-être qu'il s'est confié à vous, vous avez peut-être des éléments qui pourraient aider à résoudre le mystère de la disparition de Bénédicte. Voilà. Alors je dis ça, mais rien ne prouve que c'est le petit ami qui a fait le coup non plus. Surtout qu'on va voir, il y a des éléments qui sont très intrigants. Là, on va passer à la piste
du serial killer. Parce que dans le coin, il se passait des choses à cette époque-là. Alors, la piste du serial killer. Il faut savoir qu'à 1 kilomètre du domicile de Bénédicte, exactement au 36 quai des Orfèvres, il y a la crime qui est à la recherche d'un tueur en série qui a tué un enfant, un couple et qui a violé des fillettes, qui s'appelle Le Grêlé. Aujourd'hui, on le sait, c'est François Vérove. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la playlist. Je vais vous la mettre à in-screen. Vous jetterez un coup d'œil si vous voulez. Voilà, tout ça pour vous dire, ils sont à la recherche d'un tueur en série. Et ce gars, le couple qu'il a tué, il l'a tué à 750 mètres de chez Bénédicte, au 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Voilà. Alors François Vérove, c'était un policier. Là, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer? Il passe, il voit Bénédicte dans la rue pieds nus. Lui, c'est un agent des forces de l'ordre. Il l'a fait monter dans son véhicule et il embarque. Et là, personne n'aurait rien vu, il n'y aurait pas eu de grabuge. Ça aurait pas été un enlèvement où la victime aurait pu crier ou quoi que ce soit. Il aurait flashé sa carte de police, elle l'aurait suivi. Voilà. Les informations qu'on a à propos du grêlé, là, elles sont pas encore claires. L'information que j'ai, moi, c'est qu'il est parti dans le sud en 2000. Mais est-ce que c'était avant ou après le 27 février? Voilà, si c'était après le 27 février qu'il est parti. À cette époque-là, dans ces années-là, il vivait en Seine-et-Marne. Et il travaillait dans le 92. Pour se rendre de son domicile dans le 77 et pour se rendre dans le 92, alors bien sûr, c'est pas la route exacte de passer par la rue Boutarel, évidemment. Mais ça se retrouve en plein milieu. Donc est-ce qu'il rôdait à la recherche d'une victime ce soir-là et qu'il a embarqué Bénédicte? On ne sait pas. C'est une possibilité. Tout comme Michel Fourniret. Michel Fourniret, il a été arrêté en 2003. En 2000, il était encore libre et il était en activité puisque il a tué Céline Saison et après il a tué Manania Tumpong aussi. Donc il avait encore de la famille en région parisienne. Est-ce qu'il rôdait avec Monique Olivier pour faire un coup? Possible. Voilà, je peux pas vous en dire plus à propos d'une implication potentielle d'un serial killer dans cette affaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a ces deux bonhommes qui auraient pu être à l'époque en région parisienne et qui auraient pu s'en prendre à Bénédicte. Voilà, mais sans parler de serial killer, elle a tout simplement pu être embarquée par quelqu'un qui l'a vu marcher pieds nus ou qui a vu qu'elle était en détresse, qui s'est arrêté, qui a dit «Ah mademoiselle, je peux vous déposer quelque part? Ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Venez». Et à un moment de faiblesse, elle se laisse embarquer. Et après, là où les personnes qui l'ont embarqué veulent abuser d'elle, et après veulent faire disparaître les traces de leur crime, tout simplement. Quoi qu'il en soit, je vais continuer à essayer de faire des recoupements dans cette affaire. D'ailleurs, il y en a un qui m'a beaucoup intrigué, que j'ai fait de recoupement. Alors ça collait pas vraiment au niveau des dates, mais on ne sait pas ce qui a pu se passer parce que Bénédicte, elle a pu suivre, partir avec quelqu'un, l'avoir fréquenté pendant un long moment et que ça tourne mal après, au bout de plusieurs années. Parce que, en fait, si vous voulez, j'ai fait un regroupement avec un corps qui a été retrouvé, une femme qui a été assassinée. Ils ont fait un sketch, parce que bon, la victime, elle était brûlée. Donc ils ont fait un portrait robot qui était
c'était un peu, pas du hasard, mais bon. Voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour reconstruire le visage, disons. Et ça pouvait ressembler un peu à Bénédicte. Vous le voyez, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Seulement, cette personne, elle a été retrouvée morte des années après. C'est c'est ça qui me fait dire que c'est peut-être pas lié, mais c'est vrai que la ressemblance est quand même troublante. Voilà. Surtout qu'il disait que la personne, elle avait une mauvaise dentition et que c'était peut-être lié à la consommation de drogue. Et comme Bénédicte, on a vu qu'elle consommait, voilà, c'est tout ça qui peut laisser penser que c'est lié. Mais bon, je vais continuer à creuser cette piste et d'autres. Et je vous tiens au courant. Bien sûr, je vous demande d'avoir la gentillesse de partager la vidéo au cas où ça peut amener des gens à témoigner. Je vous invite à mettre un like si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.